Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. Responsable du ministère de l'enseignement préuniversitaire à Séro Touréa, il présente les équipes qui ont compéti lors du dernier tournoi scolaire organisé à Conakry. Et puis environnement, la Guinée commence déjà à se préparer pour la COP 23. L'événement est prévu le 7 novembre prochain. Les acteurs évoluant dans l'environnement se concertent déjà. Enfin, nous irons à la découverte d'un jeune écrivain et peintre à la fois. Bakary Diaby, c'est son nom. Vous allez le voir, le jeune artiste entend conquérir le public guinéen à travers ses œuvres. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Mais tout d'abord, ces séries de décrets. Décret de 2017-094 PRG SGG portant rappel d'un ambassadeur, le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Frédéric Collier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée près le Royaume d'Espagne à Madrid est rappelé. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 5 mai 2017, professeur Alpha Condé. Décret de 2017-095 PRG SGG portant nomination d'un ambassadeur, le président de la République, vu la Constitution décrète. Article 1er, M. Alexandre Cécélois, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée à New Delhi, Inde, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Royaume-Uni avec résidence à Londres. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée. Conakry le 5 mai 2017, professeur Alpha Condé. Décret de 2017-096 PRG SGG portant nomination d'un ambassadeur, le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Paul Gaouzoumanigui, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée à Londres, Grande-Bretagne, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée près le Royaume d'Espagne avec résidence à Madrid. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 5 mai 2017, professeur Alpha Condé. Décret de 2017-097 PRG SGG portant nomination d'un ambassadeur, le président de la République, vu la Constitution décrète. Article 1er. M. Kamara Amara, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée à Paris, France, est nommé cumulativement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée auprès de l'État d'Israël avec résidence à Paris. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 5 mai 2017, professeur Alpha Condé. Décret D 2017-098 PRG SGG portant nomination d'un ambassadeur, le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. M. Mamadi Traoré, ancien ministre, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Koweït. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 5 mai 2017, professeur Alpha Condé. On commence Guinée Info avec cette feuille de danse du chef de l'État. Professeur Alpha Condé a reçu le ministre gabonais de l'économie, porteur de message du président Ali Bongo Ndimba. Le ministre réjouit à rassurer le président Condé de la volonté du gouvernement gabonais de renforcer l'axe de coopération Conakry-Libreville. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Ministre de l'économie du Gabon, Régis Imongol est porteur de message du président Ali Bongo Ondimba au professeur Alpha Condé.
L'envoyé spécial du président gabonais a mis cette audience à profit pour transmettre surtout au président Alpha Condé le souhait d'Ali Bongo Ondimba de renforcer surtout les relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Libreville. J'étais porteur d'un message écrit du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à son frère, le président de la République de la Guinée. Ce message, avait trait au renforcement de la coopération économique entre la Guinée et le Gabon. Vous savez que la Guinée et le Gabon ont à peu près beaucoup d'aspects communs, un potentiel remarquable dans le domaine minier, à la fois le fer et d'autres minéraux. Aujourd'hui, le Gabon et la Guinée sont confrontés au même défi, comment exploiter le fer au niveau de Simandou, le Gabon au niveau de Belinga. C'est l'occasion aussi de partager les expériences et puis échanger ensemble sur les stratégies de mise en valeur de ces gisements. C'est aussi l'occasion d'aborder les défis majeurs auxquels se trouve confrontée l'Afrique subsaharienne. Vous savez qu'avec la détérioration des thèmes d'échange, avec la baisse des coûts de matières premières, la volatilité, le Gabon qui est exportateur de ressources naturelles et même la Guinée aussi, bien sûr, est sujet à l'impact de ces aléas. Aujourd'hui, l'Afrique veut renforcer la diversification de son économie afin de sortir de cette tutelle du secteur de matières premières sur les économies. Donc c'est important de partager cela et d'asseoir ensemble des stratégies communes qui visent à renforcer les échanges sud-sud entre les pays d'Afrique subsaharienne. Et nous pensons que les bonnes relations qu'il y a entre le président Ali Bongo Ondimba et le président de la République de Guinée peuvent permettre d'avoir un effet de levier au niveau de la coopération économique. Donc c'est cela et en même temps partager certains points de vue en ce qui concerne la situation politique, la situation diplomatique au niveau africain. Régis Imongol affiche ainsi sa volonté de faire en sorte que l'axe Conakry-Libreville soit un modèle de coopération bâti sur le respect mutuel. Les responsables du ministère de l'enseignement préuniversitaire étaient hier au palais Sékou Toureya. Ils étaient venus présenter au chef de l'État les différentes équipes qui ont participé au tournoi scolaire organisé récemment à Conakry, un tournoi qui a regroupé les 4 régions naturelles du pays et la ville de Conakry. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Après 40 ans de sommeil, le tournoi scolaire se réveille. Cela grâce à la volonté sans cesse affichée du président de la République. Ce tournoi, sponsorisé par MTN Ariba, avait regroupé depuis le 22 avril dernier les établissements scolaires des 4 régions naturelles du pays, plus la ville de Conakry. Reçus par le président de la République, les responsables de l'enseignement préuniversitaire indiquent. Monsieur le Président, ça valait le coup parce que ce tournoi scolaire, les enfants des écoles ont été sévrés de cette compétition, ça fait 40 ans. Depuis 1977, l'école guinéenne n'a pas connu de compétition. Avec votre clairvoyance, nous avons instauré ce sport qui est la pépinière de tous les sports. Pour cette première édition, 4 disciplines ont été retenues. L'athlétisme, le handball, le basket et le football, et cela dans les 2 séries. La première phase s'est déroulée dans les 5 communes de Conakry et dans les 4 régions naturelles, à savoir la Haute-Guinée, la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Guinée forestière. Les empoignades ont été très serrées dans une saine émulation. Les équipes classées premières se sont qualifiées pour les phases finales. Depuis le 22 avril 2017, à la faveur des phases finales, la flamme du sport scolaire scintille dans notre capitale avec plus de 2000 élèves sportifs. L'émotion au foot, la passion au handball, la sensation au basket, le suspense en athlétisme, tout y était, avec une participation record de nombreux spectateurs dans tous les stades. Avant de terminer, il faut préciser que les équipes classées premières dans chacune des séries et disciplines sont qualifiées pour le tournoi sous-régional
qui aura lieu en mars 2018 en Côte d'Ivoire pour affronter les équipes classées premières à l'issue des autres tournois organisés au Burkina, au Mali, au Sénégal. Donc c'est ce qu'on appelle les Jeux scolaires de l'Afrique de l'Ouest, West Africa Scholar Games. En relançant ces empoignades sportives dans les établissements scolaires qui ont su donner une image positive au football guinéen, les ambitions du chef de l'État restent claires. Les latins disaient « mens sane in corpora sane », un esprit sain dans un corps sain. Donc, si les étudiants suivent des cours pour leur formation de l'esprit, il est important aussi qu'ils forment leur corps. Le problème que nous avons aujourd'hui en Afrique, particulièrement en Guinée, nous avons beaucoup de maladies. On a le diabète, on a l'AVC. Vous êtes avec quelqu'un, plus de la on vous dit il a eu l'AVC. Pourquoi? Pour deux raisons. On mange mal et on ne fait pas de sport. Et ce matin, nous avons eu une réunion avec la directrice générale de l'OMS pour fêter le succès des vaccins contre l'Ebola. Une des remarques principales que nous avons faites, c'est qu'en dehors de l'Ebola, il y a beaucoup d'autres maladies aujourd'hui et qui sont dues justement à ces deux choses. Le fait que la nourriture, on mange trop gras, on ne mange pas assez de légumes et de fruits. Et ensuite, on ne fait pas de sport. Donc il est extrêmement important qu'au niveau de la jeunesse, on veille à ces deux choses. C'est pourquoi nous essayons d'expliquer un peu pourquoi on doit varier la nourriture. Ce qui nous amène donc à diversifier notre agriculture et aussi notre élevage, notamment en développant l'élevage des poussins, parce que les œufs c'est extrêmement important pour l'équilibre, mais aussi des légumes et des fruits. Par exemple, nous produisons beaucoup de pommes de terre, mais nous n'en consommons pas, alors que la pomme de terre est nécessaire aussi pour l'équilibre. Donc, nous allons amener progressivement les jeunes à améliorer leur nourriture, parce que quand on demande de Guinéens, matin, midi, soir, c'est le riz. Bon, ça ne permet pas d'avoir un meilleur équilibre au point de vue. Bon, vous allez dire, nos grands-parents, nos parents mangeaient ça. Bon, mais vos grands-parents n'avaient pas ce que MTN a, ils n'avaient pas le portable. Vos papas n'avaient pas le portable. Donc pourquoi vous ne dites pas non plus, vous n'allez pas utiliser le portable parce que nos grands-pères n'utilisaient pas le portable. Donc c'est un faux argument de disant, mais nous c'est ce qu'on a trouvé, ce que nos parents mangeaient. Mais il y a beaucoup de choses que vos parents ne faisaient pas, que vous faites maintenant. Donc il faut essayer aussi d'évoluer dans ce domaine. Le deuxième problème qu'on a au niveau de la jeunesse, c'est les mariages précoces, et qui est extrêmement dangereuse parce que non seulement ça empêche les filles d'étudier, mais en plus ça les déforme. Et c'est pourquoi au niveau de l'Union africaine, nous avons chargé le président de la Zambie, le président Lungue, d'être le champion pour cette lutte-là. Donc il doit faire l'État dans chaque pays et nous faire régulièrement de rapport pour qu'on voit quels sont les pays qui avancent, comme quels sont les pays qui n'avancent pas, pour qu'il y ait une pression sur les pays qui n'avancent pas. Il faut dire que dans ce domaine, la Guinée a beaucoup de retard. L'année dernière, dès que j'ai reçu les imams des régions et des préfectures pour le mois de Carême, je leur ai dit clairement que c'est eux qui sont responsables. Parce que ces mariages ne se font pas dans les mairies. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, c'est contraire à la constitution, contraire à la loi. Voilà donc les différents tas auxquels nous sommes confrontés dans notre pays et auxquels nous devons essayer de remédier, surtout pour la jeunesse, pour l'avenir de la jeunesse. Au point de vue de l'enseignement, vous savez très bien que notre enseignement a beaucoup de retard. Nous avons mis en place une commission pour faire l'état des lieux. Avant ça, le roi du Maroc, lorsqu'il était là, m'avait dit l'université forme le chômeur président, il faut favoriser l'enseignement professionnel. Donc, ils nous ont aidé à faire l'état des lieux de notre enseignement professionnel. Mais si vous donnez des diagnostics, vous allez avoir honte. Notre enseignement professionnel est complètement à terre. Mais ils ne se sont pas contentés de nous faire des diagnostics, ils ont décidé de nous accompagner. Et nous aussi, nous avons essayé de construire des écoles professionnelles de type nouveau, que nous sommes en train de faire dans les capitales régionales, afin que l'enseignement professionnel, parce que soit un enseignement professionnel moderne qui permette aux jeunes Guinéens d'avoir accès au métier de l'avenir.
Ensuite, le contenu même de l'enseignement, sa forme, a été remise en cause. Et moi-même, j'étais surpris parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes avec eux. Et j'étais surpris quand les gens passent des tests. La banque, Afriland Bank, a voulu offrir des bourses de master et de licence. Mais lorsqu'ils ont passé des tests, quand ils m'ont montré les résultats, même je me suis attrapé la tête. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont le master, qui sont au niveau de master, qui ne savent même pas l'orthographe. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas faire une page sans faute. Et l'autre grand inconvénient que nous avons, c'est le fait que très peu de Guinéens parlent anglais. Or, dans le monde moderne d'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, il est quasi impossible d'avoir une maîtrise totale des nouvelles technologies si on ne maîtrise pas l'anglais. Et très souvent, quand on nous donne des bourses, on dit des gens qui parlent anglais. J'ai été obligé de dire à l'ambassadeur du Japon que la langue officielle du Japon, ce n'est pas l'anglais. Parce que chaque fois qu'on doit envoyer, il faut envoyer des anglais. Que ce soit dans tous les pays, à part la France, peut-être, qui nous offre des bourses, la première condition, c'est que les gens parlent anglais. C'est pourquoi donc nous devons revoir entièrement notre système pour que même on commence à enseigner l'anglais, peut-être même à partir de l'école primaire, pour que les gens maîtrisent l'anglais. L'autre défaut aussi, c'est beaucoup d'enseignements privés qui ont deux tares. D'abord, les enseignants ne sont pas toujours à la hauteur. Donc, quand les enseignants ne sont pas à la hauteur, évidemment, ils ne peuvent pas bien former les gens, ils forment les chômeurs. La deuxième, c'est la fraude. Mais ils n'ont pas pu organiser cette fraude sans la complicité de l'administration. Parce que si les universités privées ont pu frauder, c'est en complicité avec le ministère de l'enseignement professionnel et les écoles s'ils ne peuvent pas frauder. Donc lorsque maintenant nous avons décidé de faire la biométrie, c'est-à-dire de faire constater par huissier combien d'élèves, combien d'étudiants vous avez, une fois que vous avez créé le nom, on fait maintenant le recensement biométrique. Or, il se trouve que la moitié des étudiants, prétendus étudiants, sont inexistants. Donc ça veut dire que tout ce qu'on paye là comme bourse, ça ne va nulle part, ça va dans les poches de ces dirigeants des écoles. Donc maintenant, pourquoi nous allons être rigoureux, ce qui est dit là, c'est valable aussi pour la fonction publique. Lorsque j'ai voulu faire le recensement biométrique de la fonction publique, j'ai eu la chance, il y a 4 cadres qui ont demandé à me voir, je les ai reçus. Ils m'ont dit, Président, si vous faites le recensement biométrique, maintenant là, vous n'allez pas connaître la vérité. J'ai dit, pourquoi? Ils m'ont expliqué. J'ai dit, si vous pouvez faire le recensement biométrique, il faut prendre le recensement de 1985, telle année, et faire la comparaison. J'ai dit, pourquoi? Ils m'ont expliqué. Si K au carré, qui, dans le recensement de 1985, disait qu'il est né en 50, et son petit frère, qui disait qu'il était né en 52, si après, dans le recensement de 78-85, lui il dit maintenant qu'il est né en 1954, pourquoi voulez-vous que l'autre qui a dit qu'il est né en 52, que lui aussi ne dise pas je suis né en 56? Voilà. Donc, et sans même informer le ministre de la fonction publique, je les ai convoqués à la présidence, j'ai dit allez-y. Donc ils ont pris les différents recensements, ils ont fait la comparaison. Alors, celui qui disait en 90 qu'il est né en 1954, il se trouve qu'il est né en 46. Donc, mais en couplant cela, on a déjà réduit, c'est-à-dire tous les gens qui avaient changé leur date de naissance, on les a sortis. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu faire le recensement biométrique. C'est la même chose au niveau des diplômes. Et la moitié des diplômes en Guinée sont des faux. Mais ces faux aussi sont faits en complicité avec les enseignants. Faut dire aussi. C'est fait avec les enseignants. Ensuite, le bac. À ma grande surprise, en Guinée, on peut avoir le bac avec 7, ce qui n'existe nulle part. Donc, ça favorise toutes sortes de trafics. Les écoles mettent des notes fictives. Un étudiant qui met 10, on met 15, contrôle continu. Maintenant, il a 7, on fait la moyenne, il a la moyenne. Donc, la conséquence, c'est que les étudiants qui sortent n'ont aucun niveau. Alors, ça ne sert à rien de dire qu'on est licencié quand on ne sait même pas faire une page sans faute. Donc, à ce moment-là, on ne forme que des chômeurs. Alors que l'école doit être au service de l'économie. C'est-à-dire, vous devez former les gens en fonction de votre économie. Si vous avez besoin, nous sommes un pays minier, un pays
de l'énergie. C'est-à-dire nous pouvons former beaucoup de gens parce que nous avons des mines, nous pouvons former beaucoup de gens dans l'énergie parce que nous sommes en train de faire des barrages maîtrises d'énergie. Et si au lieu de former ces gens, on forme des gens en lettres et en droit, comment voulez-vous qu'ils aient du travail? Non, donc, il faut que l'université aussi corresponde aux besoins de l'économie. C'est-à-dire vous formez les gens en fonction du marché de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes en train d'exploiter nos mines, nous sommes en train de faire des barrages. C'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup d'ingénieurs dans les mines et des ingénieurs au niveau de l'énergie. Et ensuite, nous avons de nouvelles technologies. Avec de nouvelles technologies, nous avons besoin des gens qui maîtrisent l'informatique, etc. Mais si on veut former des gens dans ces secteurs-là, on les forme en lettres et en droit, on forme des chômeurs parce qu'ils n'auront pas, non seulement le niveau est mauvais, mais aussi ils forment dans un secteur où il n'y a pas d'emploi. Ensuite, une économie n'est pas basée seulement sur les hauts cadres, les sous-hauts, les moyens, etc. D'où l'importance de l'enseignement professionnel. Et donc, grâce à cette commission qui comprenait les enseignants, les syndicalistes, les parents d'élèves, la société civile, etc., on a fait maintenant, aujourd'hui, on a l'état exact de l'enseignement en Guinée, ce qui n'est pas réjouissant. Mais au moins, on connaît aujourd'hui la vérité, on sait qu'est-ce qu'il faut faire comme réforme. C'est pourquoi il y a la dernière réforme pour le bac. Et à partir de maintenant, on va discuter de tout cela pour qu'on forme des gens qui soient acceptables sur n'importe quel marché, que ce soit en Guinée, en France, au Sénégal, etc. C'était le même cas, par exemple, pour l'armée. Quand je suis arrivé, lorsqu'il y a eu l'attaque contre moi, chez moi, les jeunes qui m'ont défendu, j'ai voulu les grader pour les récompenser. Donc j'ai gradé jusqu'au niveau de adjudant. À niveau adjudant, je leur ai dit, je ne peux pas vous grader, vous ne pouvez pas devenir sous-lieutenant sans aller à l'école militaire. J'ai dit, président, on est d'accord. Donc ça ne sert à rien d'avoir un soi-disant tel diplôme quand ça correspond même pas, d'avoir un master quand ça ne correspond même pas au bac dans les autres pays. Donc, mais ça aussi, c'est une démission au niveau des enseignants et de la complicité au niveau des enseignants. C'est pourquoi aujourd'hui, en accord avec les parents d'élèves, nous sommes en train de revoir tout cela pour que les jeunes qui vont sortir qu'ils puissent trouver du travail en Guinée ou même n'importe où parce qu'ils ont des niveaux qui correspondent. Nous avons dit aussi d'aider les étudiants progressivement à avoir accès à l'informatique, progressivement en mettant des tablettes. Mais on n'a pas dit qu'on va donner en une année des tablettes à tous les étudiants de Guinée, on a dit progressivement. Parce que si d'abord on commence à mettre l'informatique dans les écoles, presque partout, pour que les étudiants dans les collèges partout, ils puissent déjà avoir accès à l'informatique, ils puissent déjà s'entraîner, etc., etc. Parce que si vous dites aujourd'hui que vous êtes instruit et que vous ne maîtrisez pas les nouvelles technologies, vraiment vous n'êtes pas instruit. Si vous ne maîtrisez pas les nouvelles technologies, si vous ne savez pas aller sur l'ordinateur, si vous ne savez pas aller sur les sites, vraiment vous n'êtes pas instruit. Mais nous souhaitons aussi que les jeunes Guinéens, quelle partie du territoire ils ne soient pas défavorisés. C'est pourquoi nous sommes en train de faire la fibre optique, qui a 4 km de fibre optique. Ça veut dire, même si vous êtes à Youmou, au village, après l'installation de la fibre optique partout, vous pourrez avoir accès exactement comme vos camarades qui sont à Conakry aux mêmes avantages au point de vue des nouvelles technologies, puisque la fibre optique sert à cela. Mais il est important aussi que les jeunes aussi ne se laissent pas détourner de l'essentiel, c'est-à-dire leurs études et leurs activités sportives, qui se laissent manipuler par les hommes politiques, descendre dans la rue, casser des trucs, etc. Et c'est pas ça qui est l'avenir de la jeunesse. Donc, je suis très heureux que vous ayez relancé le sport. D'abord, ça va vous permettre de ne pas avoir les tares que nous avons, parce qu'on ne fait pas de sport. Et ils ne marchent jamais à pied, ils sont tout le temps en voiture. Donc, même marcher à pied, ils ne le font pas. Donc, alors, la moindre petite maladie, vous voyez, ils ont diabète, AVC, etc., etc. Donc, j'espère que la nouvelle génération, en changeant son alimentation, en faisant le sport, va éviter au moins ces maladies. Parce qu'il n'y a pas que les épidémies. Il n'y a pas que le choléra, il y a le choléra, la fièvre jaune ou bien l'Ebola. Il y a aussi beaucoup d'autres maladies qui sont liées aux conditions hygiéniques, aux conditions alimentaires et à l'absence d'activité sportive. Et c'est le débat que nous avons eu ce matin, lorsque Mme Margaret Chan me disait, Président, c'est bien, mais il faut anticiper, parce qu'il y a les calamités, mais il y a aussi des maladies qui sont dues à l'alimentation et au comportement général des gens.
Donc c'est bien que dès l'école, on habitue les jeunes à faire le sport, à créer des compétitions pour qu'ils puissent se mesurer sur l'ensemble du territoire. Et ce qui permet aussi d'avoir demain une équipe nationale ou des équipes compétitives. Parce que si on ne détecte pas les jeunes talents très tôt, qu'on les encadre, c'est eux, lorsqu'ils sont détectés, encadrés, qui peuvent être demain les meilleurs. Mais si on ne fait pas ça, évidemment, on perd beaucoup de possibilités. Quelqu'un peut, par exemple, ici, si je vois les meilleurs jeunes ne sont pas nécessairement ceux qui sont à Conakry. Puis c'est sûr, pendant le basket, je crois que c'est moyenne Guinée, ou je sais pas, etc. Donc ça veut dire que si on réunit toutes les potentialités de la Guinée, on peut arriver à détecter très rapidement les éléments les plus promoteurs dans chacun des sports et favoriser leur émergence pour avoir demain une équipe nationale performante ou des équipes dans chaque secteur performantes. Donc j'espère que vous allez pérenniser cela et encourager aussi les jeunes. Je dois remercier nos frères d'NTN Areba pour l'accompagnement et les encourager. Toutes mes félicitations. Et j'espère que vous allez continuer parce que vous n'allez pas commencer à sponsoriser le sport scolaire cette année. Quand vous commencez, il faut qu'il y ait la continuité. D'abord, je vais écrire à votre président en Afrique du Sud pour le remercier, mais aussi dire que désormais, nous estimons qu'NTN doit être le sponsor du sport scolaire, puisque chaque année, il y aura ces compétitions et que je souhaite qu'il permette à sa filiale guinéenne d'accompagner ce sport régulièrement. Et donc, je vous encourage, je vous souhaite un bon retour et nous allons suivre pour pouvoir vous encourager. D'abord, vous aider à avoir de meilleurs stades. Parce que Mamou s'est vanté d'avoir gagné le basket parce qu'ils ont le meilleur stade de basket de la Guinée. On va faire en sorte que progressivement les autres aussi ne soient pas défavorisés, qu'ils aient les mêmes stades, qu'ils soient dans les mêmes conditions pour pouvoir compétir à égalité. Parce que quand on n'a pas les mêmes infrastructures, on ne peut pas continuer. Vous êtes venu à Conakry, je ne sais pas, peut-être vous n'êtes jamais venu à Conakry. Si vous êtes venu à Conakry il y a quelques années et maintenant, j'espère qu'ils se sont un peu promenés. Monsieur le ministre, j'espère qu'ils se sont un peu promenés à Conakry pour voir les changements qui sont faits à Conakry depuis 5 ans, que ce soit le port, que ce soit Blue Zone ou les hôtels, etc. J'espère que vous avez permis de se promener un peu, de voir un peu comment Conakry est en train de changer. Parce que quand ils sont chez eux là-bas, on les raconte des histoires, ils ne savent pas ce qui se passe. Bon, j'espère que vous avez permis de voir un peu ce qui se passe en ville. Donc, je remercie tous les encadreurs et NCN et nous souhaitons que cela continue. Après avoir repris les activités du Festival national des arts et de la culture qui était en veilleuse depuis plus de 30 ans, le président de la République vient encore poser un autre acte, celui de la reprise effective du tournoi scolaire du pays après 40 ans de léthargie. Une initiative susceptible de déceler des jeunes talents pour bâtir une équipe capable de défendre dignement le tricolore national dans l'arène internationale. Dans le reste de l'actualité, la poliomyélite, une maladie invalidante, elle touche les enfants de 0 à 5 ans. Pour l'éradiquer en Guinée, les autorités sanitaires misent sur la vaccination. L'opération est déjà lancée du côté de Dubreka. Elle va toucher plus de 4 millions d'enfants dans le pays. Le point avec Adia Soubari. La vaccination contre la poliomyélite de nouveau en cours dans le pays. Même si la transmission du poliovirus de type 2 est rompue, la prévention est de mise. Pour la deuxième fois dans l'année, les enfants âgés de 0 à 5 ans reçoivent le vaccin contre la poliomyélite. À Dubreka, Aboubakar Sidiki Touré, 6 mois, est le premier vacciné. L'administration des doses vaccinales se fait par voie orale. Même si les parents pensent que leurs enfants ont été déjà vaccinés, il n'y a absolument aucun problème à les ressortir à nouveau, à les faire vacciner. Cela ne fera que renforcer vraiment leur immunité. Et finalement, il n'y a aucun danger à prendre ce vaccin. Les enfants ne sont exposés à aucun problème. Quand j'ai entendu à la radio que la poliomyélite menace les enfants, je suis aussitôt venu vacciner mes enfants. Et j'invite tous les parents à vacciner leurs enfants. Tout comme Dubreka, cette campagne de vaccination contre la poliomyélite va toucher toutes les préfectures de la Guinée.
Plus de 4000 agents vaccinateurs vont faire le porte-à-porte pour vacciner le maximum d'enfants. Avec une population cible d'environ 4000 enfants, cette vaccination devrait permettre de mettre à jour plus de 5% d'enfants non vaccinés, notamment dans 3 districts sanitaires pointés au rouge. Ceci à travers l'appui technique de l'OMS. Nous avons mis 4 600 000 et quelques doses de vaccins à la disposition du gouvernement. Nous coordonnons aussi les actions d'autres partenaires. Nous faisons plutôt la surveillance. C'est parce que c'est nous qui sommes les leaders de campagne en ce qui concerne la surveillance pour faire la cartographie de toutes les maisons et tous les enfants qui doivent être vaccinés. Pour la réussite effective de cette nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite, l'OMS offre 3 engins roulants au programme élargi de vaccination. Ils sont destinés aux opérations de supervision des agents de vaccination pour une remontée rapide des données sanitaires. Elle se tiendra à partir du 7 novembre prochain. La Guinée commence déjà à préparer sa participation à la COP23. Une première rencontre des acteurs évoluant dans le secteur environnemental vient de se tenir. Ils entendent coordonner la participation de notre pays à la plus importante rencontre sur le climat. Mamadou Alpha Baldé nous signe ce reportage. À 6 mois de la COP23, prévue cette année à Bonn en Allemagne, le ministère de l'Environnement rassemble l'ensemble des acteurs impliqués dans la protection de l'environnement. Les discussions portent principalement sur les acquis et prochains défis de la participation guinéenne au plus grand rendez-vous climatique. Dont j'ai parlé, c'est le défi de la participation de notre pays à cette COP23. En fait, il faut innover. L'innovation... Quand je parlais de cela, il s'agit de quoi? La COP, c'est une conférence scientifique. Donc, une conférence scientifique, il faut produire des documents scientifiques que l'on va aller présenter à la COP. Il faut préparer des projets bancables que l'on va présenter à la COP. Nous avons ratifié la Convention de Paris, de l'accord de Paris, et maintenant nous sommes à la phase de l'opérationnalisation de cet accord. Dans sa contribution nationale déterminée lors de la COP21, la Guinée avait par exemple promis de reboiser 10 000 hectares chaque année et de favoriser la promotion des énergies propres. Bon nombre de ces projets peinent à être matérialisés faute de financement. Sur le terrain, la destruction des écosystèmes continue, les baisses de pluviométrie et des montées vertigineuses de température sont enregistrées dans plusieurs villes du pays. Les vétérinaires de Guinée étaient récemment en conclave à Dubrika. C'était pour célébrer la toute première journée mondiale en Guinée. Thème retenu, l'antibiorésistance, la prise de conscience à l'action. Cet événement est une activité du ministère de l'élevage et des productions animales à travers l'Ordre national des vétérinaires en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé animale. Le point avec Oumou Touré. La santé animale est un élément clé de la politique du bien-être animal, de la sécurité alimentaire et sanitaire des aliments. Il est donc vital de garantir un accès approprié à des antibiotiques efficaces pour traiter les maladies animales et par conséquent protéger la santé humaine. D'où la tenue de la toute première journée mondiale des vétérinaires en Guinée. Aujourd'hui, on a parlé de l'antibiorésistance qui a un effet négatif sur la santé même des personnes, parce qu'en fait les résidus que nous rencontrons dans les aliments sont nocifs pour l'homme. Donc si la santé de l'animal est bonne, je pense à une répercussion sur la santé humaine. C'est pourquoi nous on profite de l'occasion par rapport à cette journée-là, donc pour pouvoir sensibiliser les éleveurs donc sur l'utilisation abusive des antibiotiques dans les élevages, parce qu'il en est de la santé humaine, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de résistance donc des antibiotiques, il y a beaucoup de résistance antibiotique, donc l'utilisation des antibiotiques sur la médecine humaine. Et aujourd'hui, prévenir la santé humaine reste une priorité.
Cette première journée en Guinée a été célébrée sous le thème « L'antibiorésistance, de la prise de conscience à l'action ». Un thème qui a fait l'objet d'un débat entre tous les acteurs intervenant dans ce domaine. Le médecin soigne l'homme et le vétérinaire soigne l'humanité. La coordination des actions de santé nécessite une synergie d'action entre tous les acteurs qui concourent à la santé. Lors de cette journée, un appel a été lancé par la Direction nationale des services vétérinaires aux services techniques et à l'ordre des vétérinaires de proposer au département de l'élevage une stratégie adéquate. Kissidougou, une piste rurale de 50 km vient d'être inaugurée. Sa réalisation a été entièrement financée par une société minière. Cette piste permet de désenclaver plusieurs créniers agricoles dans cette localité. Ibrahima Keita, de retour de Kissidougou. Voici le village de Balansama dans la préfecture de Kissidougou, zone de production agricole par excellence. Pour la première fois dans l'histoire de cette localité, une route d'accès vient de voir le jour. En visite de travail dans la zone, l'honorable Michel Kamano a voulu toucher du doigt les réalités liées au désenclavement de Balansama. Surprise, en plus de Balansama, les 11 villages environnants sont aujourd'hui accessibles, cela grâce à la société Tamian de Kissimine, une société minière créée en 2015 et qui, selon les informations, s'implique dans le développement socio-économique des localités de sa sphère d'intervention. On entend vraiment désenclaver tous les villages qui sont par là, sans compter que nous transportons beaucoup de malades vers Kissidougou. C'est donc dans la joie que les populations de Balansama ont accueilli l'honorable Michel Kamano et sa suite. Elles ont réitéré leur engagement à soutenir les actions du président de la République, professeur Alpha Condé. Depuis le PDG, ils ont demandé à avoir cette route. Il a fallu le temps du RPG, du professeur Alpha Condé, pour avoir cette route. Elle a ouvert cette route au-delà de son permis d'exploitation. C'est pourquoi la population unanimement demande à ce que le permis de la société soit élargi. Avant de quitter le village de Balansama, l'honorable Michel Kamano s'est rendu à l'école primaire de la localité où l'abandon scolaire bat son plein. La caisse Yetemali de Simbaya a tenu son assemblée générale ordinaire après la revue des résultats de 2016. Les membres du conseil d'administration ont présenté les statistiques du taux de crédit à retard pour l'exercice 2015-2016. Algassi Mouba pour les détails. À la caisse Yetemali de Simbaya, ils sont nombreux à assister à l'assemblée générale. Une assemblée qui consiste à faire le rapport d'activité du conseil d'administration de l'année 2016. Notre caisse a été très excédentaire et a pu faire une épargne au-delà de 3 milliards de nos francs. Par rapport au crédit, on a pu octroyer au cours de l'exercice un volume de crédit de 307 crédits. L'exercice 2016 a permis à la caisse de Simbaya d'enregistrer un taux de crédit en retard de 22,76%, contrairement à 2015 qui avait connu un taux de retard de 52,90%. Les rapports qui ont été présentés au cours de cette assemblée sont satisfaisants. Il faut savoir qu'ils ont une maîtrise totale du taux de délinquance, c'est-à-dire le taux d'impayés au sein de cette caisse. Il faut également savoir qu'au niveau de cette caisse, ils ont pu réaliser un excédent au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Pour l'exercice 2017, le conseil d'administration de la caisse compte améliorer ses critères de performance. Cela dans le but de ramener le taux de crédit en retard à moins de 10%. Enfin, culture, il s'appelle Bakary Diaby, il a 29 ans, il est écrivain peintre. Après un succès au Maroc, Bakary veut conquérir le public guinéen. Ce jeune artiste a exposé ses tableaux et a présenté son premier livre. Avec cette première sortie, le succès semble être au rendez-vous. Notre reporter Mabinti Laïsouma est allé à sa rencontre, images et témoignages.
En appliquant son art, Bakary Djaby exprime des émotions, de la joie à la concentration. Ce jeune écrivain peintre est déjà l'auteur de plusieurs tableaux. Un savoir-faire prometteur avec au bout du pinceau la défense de Dame Nature. Quand je peins, c'est comme si je suis en train de faire sortir une émotion en moi. Donc je me retrouve dans ce tableau. C'est une partie de moi, c'est mon âme. Le monde est menacé par beaucoup de problèmes écologiques. Donc, de par ma peinture, j'ai décidé de représenter une image à travers laquelle nous voyons Mère Nature qui détient la planète verte que je considère idéale. Donc, c'est juste l'écologie que je représente dans ce tableau. Ce jeune artiste expose ses œuvres au Centre culturel franco-guinéen, une manière de communiquer ses émotions au public. En plus des tableaux, Bakary Djaby a présenté son livre intitulé Impasse des âmes. 147 pages pour relater la situation politique, socio-économique et culturelle du pays. C'est un message de prendre la société comme mère, parce que notre société a beaucoup de problèmes. Notre société est malade. Il y a de ces problèmes dans cette société qu'il faut résoudre. De la peinture à l'écriture, Bakary semble réussir avec brio cette transition. Pour cette première rencontre avec le public, le pari est gagné. Je crois que quand j'ai vu l'auteur, je n'ai pas manqué de le rappeler que c'est moi-même que je me suis vu à sa place. Et cette volonté qu'il a vraiment à sauver un monde, parce qu'il est animé par un désir ardent de voir le monde beau. Et moi, vraiment, je le félicite. Avec 9 ans, Bakary Djaby travaille déjà sur le tome 2 de son livre et de 2 autres romans intitulés L'Albinos et Comprendre le crime à sa manière. Son autre passion n'est pas en reste. L'écrivain peintre va exposer dans quelques jours 7 autres tableaux. On croise les doigts et on souhaite bon vent au jeune Bakary Djaby. C'était tout au compte de cette édition d'information. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.